Merci Marcel, merci de cet exposé brillant. Tu as eu de la chance parce que le mien était court, donc tu as pu bénéficier d'un petit peu plus de temps, c'est pas normal. Et avec le chancelier, on s'amusait parce que c'était toujours la dernière image, tu terminais. Enfin bravo, hein, c'est très intéressant et c'est ce qu'on attendait de toi. Juste une petite histoire, j'ai toujours pensé que sur les Ophénie le sait bien, que l'homme et la religion, c'était lié. La religion était liée à la tête humaine, à l'esprit humain. Et un jour, à Milan, j'avais des gens devant moi que je ne connaissais pas. Et j'ai dit, pour moi, le premier homme et l'homme religieux, ce sont les mêmes. Et il y avait au premier rang Julien Ries qui était belge, Julien Ries qui était prêtre, et qui se tapait sur les cuisses et qui disait « je jouis ». Donc tu vois, c'est possible. Qu'entendait-il par là? C'est à toi de répondre. Des questions à Marcel? Moi, je voudrais faire un commentaire seulement. C'est que finalement, c'est que je trouve que toi, Marcel, nous montre ici, c'est un peu les invariants qu'il y a au long de l'humanité. Je crois que M. Godelier, cet après-midi, qui va parler des invariants, va compléter certainement les universaux. Les universaux, oui, c'est lui qui les appelle invariants. C'est intéressant parce que tu les approches du point de vue archéologique. Il va les approcher, j'imagine, en connaissance sa pensée du point de vue ethnologique, justement. Mais je pense que ça, je peux parler après quand je parlais des pygmées, je pense que c'est des invariants que peut-être c'est les seuls moyens que nous avons d'approcher et dans d'autres cultures et dans les cultures de la préhistoire. Merci. Mais tu vois, non seulement il y a des universaux sur lesquels j'ai insisté à quelques reprises, mais en même temps, ces processus universels, l'adjectif, ne sont pas aléatoires. Ils se placent dans une certaine logique, les uns après les autres. Et ils s'enclenchent, en fait, ils enclenchent un processus. C'est pourquoi il n'y a pas vraiment il n'y a pas de raison de chercher un point d'origine. C'est exactement comme le langage, me semble-t-il. Et comme il vient de dire, l'homme est religieux parce qu'il a une conscience. Donc il doit expliquer ce qu'il ne comprend pas, les phénomènes sur lesquels il n'a aucune prise. Il explique par l'existence du sacré. Tout devient sacré. Et c'est là, évidemment, où se glisse à la fois la religion, mais aussi la science, à mon avis. C'est aussi ça, en quête de signification. Mais les universaux, c'est intéressant parce que ça montre qu'ils sont agencés de telle sorte qu'ils s'autodéterminent, ils se succèdent dans un enjeu logique. D'autres questions? Oui, je veux bien. Oui. Je peux parler. D'abord, je voudrais remercier mon collègue et ami Marcel, qui a été assistant jadis, que j'ai connu depuis bien longtemps, et dont j'apprécie vraiment l'exposé. Et je voudrais faire d'abord 2 remarques et puis poser une question. La première remarque, c'est de vous rappeler que Dieu et la lumière, c'est la même chose. Dies et Deus ont la même origine, donc c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. La deuxième chose, c'est que la pensée précède l'acquisition technique, et je voudrais illustrer ça par un exemple venant de l'informatique. Vous savez que les textes homériques, donc les plus anciens, rêvent déjà d'automates. Et en fait, l'ordinateur, c'est un automate. Enfin, ce à quoi nous arrivons aujourd'hui, c'est vraiment un rêve. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est vraiment une preuve matérielle écrite de ce que dit Marcel. Alors, la question que je pose, moi, je suis très sensible dans le surnaturel à la distinction entre les esprits et les dieux. Et je pense que ce basculement, il y a le basculement dont Marcel parle au néolithique, mérite d'être approfondi dans la suite de nos exposés. Et je pense qu'il faudra essayer d'y trouver une explication. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, si on veut bien voir que les chamanismes très bien étudiés
à l'époque, enfin de ce début du XXe siècle, montraient des religions sans Dieu, des religions avec des esprits avec lesquels on négociait, des religions sur nature que l'on ne priait pas. Donc là, il y a quelque chose dont nous devons tenir compte aussi, je pense, dans la suite de nos réflexions. Merci. Si je peux y répondre en quelques mots, il y a peut-être un problème sémantique, tout simplement, de définition. Lorsqu'on parle de terme religion, au sens strict, religion implique l'existence de Dieu. C'est une relation, non pas entre les hommes, comme on le croit souvent, mais entre les hommes et les dieux. Donc, il faut que les dieux soient supposés exister. Or, les dieux, c'est quelque chose, un phénomène très récent, entre guillemets, puisqu'il faut que, comme on dit en hérétique, je pense, lorsque l'homme a l'audace, non seulement de créer l'outil, de créer le feu, l'audace d'imprégner son emprise sur le monde, à un certain moment, entre guillemets, je dirais, il va imaginer que les forces qu'il combat sont comme lui. Et c'est là où les dieux apparaissent, les dieux au sens strict du terme. Ils sont analogues, c'est ce qu'on appelle les dieux anthropomorphes. Parce qu'auparavant, il y avait la conscience, bien sûr, de puissance extérieure à lui-même, mais lorsque lui-même étend sa puissance, sa propre puissance sur la nature, alors les forces naturelles doivent avoir son analogie à lui. Et je pense effectivement vers le 10e millénaire. Et d'ailleurs un peu partout. On peut parler des dieux égyptiens autant que des dieux indiens. C'est toujours je ne peux pas dire au même moment, parce que ce n'est pas une question de date, mais au même moment dans l'évolution de ce processus, je crois, qui bascule le rapport entre l'humanité et ce qui n'est pas l'humanité, ce qui n'est pas elle. Merci. D'autres questions? Je voudrais reprendre cette question. Quelle est la relation entre le panpsychisme qu'on a attribué des dimensions immatérielles aux objets, aux symboles, aux animaux aussi, l'esprit, et les figures des chamans qui n'étaient pas des dieux, c'était des forces naturelles. Alors, quelle est la taxonomie entre tous ces trucs immatériels qui ont de la puissance? Difficile de répondre à ça. Difficile et délicat, parce que ce n'est quand même pas, je ne suis pas ethnologue, moi, je travaille dans le passé. Et d'ailleurs, votre question me permet de préciser, quand on dit chamanisme, on ne dit pas grand-chose. Chamanisme, il faut bien voir, c'est un rituel, ce n'est pas une religion. La religion serait de nature animiste, encore très générale, mais c'est-à-dire que ça prête une âme à toute une série de choses qui ne sont pas humaines. Comme le vent, ça peut être un rocher, ça peut être un animal. Donc, à partir du moment où l'esprit place une âme sur ce qui n'est pas lui, alors il est animiste. Et donc, pour entrer en contact avec lui, il doit procéder par une série de cérémonies, dont le chamanisme. Mais le chamanisme, lui, c'est justement un universel, c'est un effet de convergence. Dès qu'il y a une volonté d'entrer en contact, de maîtriser les forces qui nous entourent, alors il y a un chamanisme. Et ce chamanisme peut, comme j'ai mis là, de manière très simple, peut être investi par une personnalité qui est extrêmement sensible aux forces naturelles, mais qui va revêtir des dépouilles animales de manière à pénétrer ce monde qui n'est pas humain. Et ce n'est jamais qu'une étape dans une cérémonie, qui d'ailleurs concerne, j'aurais dû le dire, concerne toute la communauté. Le chaman n'exerce pas seul, mais il est au nom des autres qui participent tout autant que lui. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais elle est tellement vaste qu'elle me paraît périlleuse, en tout cas pour moi. D'autres questions? Oui. Tiens. Merci pour ce magnifique exposé. Parmi les premières expériences humaines de questionnement et probablement aussi de mystère, l'expérience du jour avec le soleil et de la nuit avec l'obscurité et les étoiles est probablement fondatrice de quelque chose. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? En particulier, quelles traces en avez-vous? Les traces, c'est plus délicat. Ce que j'ai à dire, comptez sur moi, j'ai toujours beaucoup à dire. Il est évident que la conscience qui se libère d'elle-même lors de la nuit
a dû créer évidemment un trouble. Il fallait expliquer ce qui se passait dans le domaine du rêve, dont nous parlions à l'instant, qui quand même impressionne cette conscience, mais vient d'ailleurs, vient d'une expérience ou vient d'autres éléments qui sont autour de nous. Et je pense que cette alternance jour-nuit doit être fondamentale dans l'expérience dans la vie et l'explication métaphysique que vous pouvez en donner. Puisque non seulement on est entouré de conditions météo complètement différentes, mais en même temps on est à la merci de ses rêves. On est dépouillé de son libre arbitre. Et je pense que c'était fondamental, en effet. Mais vous savez peut-être que certaines théories montrent déjà à Lascaux que ça pourrait être l'incarnation des forces qui sont illustrées par la voûte céleste. Certains ont cru voir des constellations dans les dispositions des animaux de Lascaux, en tous les cas. Donc, je pourrais vous répondre de manière plus technique en disant que les calendriers existent dès le paléolithique. Donc, ça signifie quand même que le rythme des jours, des semaines et des saisons avait été non seulement remarqué, mais avait été noté et même prévu. Donc, on a pas mal de calendriers qui existent depuis 40 000 ans à peu près et qui sont, j'insiste au passage, qui sont des calendriers fondés sur le mouvement lunaire, puisque nous avons affaire à des populations nomades. Le mouvement solaire est difficilement fiable puisqu'on se déplace. C'est la Lune qui sert pour les calendriers. Donc, effectivement, les alternances jour-nuit étaient calculées, étaient prévues, et même les rythmes qui, comme par hasard, étaient des rythmes de 28, donc des rythmes lunaires, organisés à l'avance. Je peux difficilement répondre davantage. Désolé. Un point précis, Marcel, tu mets le bâton de d'Ishango dans ces calculs lunaires? Oui, j'aurais tendance à dire oui, comme ça, petitement, parce que oui, d'accord. Je n'ai pas étudié personnellement, mais en fait, tu sais, c'est notre ami Jean de Hassin qui l'a étudié, et puis par la suite, Anne Hauser, qui est une de mes étudiants. Et je ne sais pas, je n'ai pas été très convaincu par les décomptes, puisque ce sont des décomptes qui, en principe, sont fondés sur le pas de 7 jours, hein, c'est la division des mois lunaires. Oui. Et je n'ai pas retrouvé ce bâton d'Ishango. Nous l'avons, sans doute à Remouchamp, de la fin du paléolithique, on a clairement ce rythme-là. Et puis, vous connaissez tous les travaux d'Alexander Marchak sur la question qui, me semble-t-il, sont convaincants, de manière générale. Mais moi, je ne suis pas très convaincu par les étoiles de Lascaux. Non, mais je ne pouvais pas l'oublier non plus. Hein. On l'a dit. D'autres questions? Oui. Puisqu'on est un peu sur les questions précises et techniques, je voudrais revenir sur cette question du moment dans l'histoire de l'humanité où on commence à voir apparaître des idées scientifiques et des idées religieuses et cette forme de curiosité pour la combinaison de concepts. J'aime beaucoup cette idée d'un catalogue de morphèmes qui constitue les idées religieuses. Je crois qu'il y a quelque chose de particulier, ce que je défendrai demain dans l'espèce humaine, dans la capacité de recombiner les concepts pour former des idées nouvelles. Mais est-ce que vous ne pouvez pas quand même utiliser les données pour dater un petit peu l'origine de ces idées? En particulier, j'étais un peu surpris que vous disiez que les Néandertaliens avaient peut-être déjà toutes ces idées. Par exemple, je croyais que les flûtes néandertaliennes, ça avait été un petit peu réfuté, que ce n'était pas forcément de vraies flûtes, mais peut-être juste des dents des hyènes. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose de particulier chez ces sapiens par rapport à d'autres… Oui, on est d'accord, j'aurais dû apporter cette nuance. C'est-à-dire que les différences que j'ai voulu marquer là ne sont que des différences de réalisation, mais pas de potentialité. Vous voyez, si on considère les 200 000 ans à peu près de la durée de vie des Néandertaliens, on observe dans tout leur comportement exactement les mêmes aptitudes que n'importe quelle autre population humaine. Donc pour moi, les Néandertaliens ne sont pas une espèce, c'est une autre population. Et qui dit population dit tradition. C'est-à-dire que ce n'est pas un bagage génétique qu'ils vont reproduire, mais bien un bagage éducationnel. On leur dit de faire, et on basculerait plutôt dans l'épigénétique s'il fallait passer à la biologie. Donc, ce qui est rendu possible par l'éducation, par opposition au bagage génétique. Je ne dis pas que le bagage génétique n'a aucun sens, mais ici, il est stimulé ou non par l'éducation, par le milieu social dans lequel on est. Donc, pour en revenir à la distinction, le Néandertalien, lorsque considère globalement tout ce qu'il a fait en Europe, disons,
du point de vue sépulture, habitat, technique, esthétique, et esthétique aussi. Et bien, il me paraît, ça va peut-être une fois choquer en tant que scientifique, mais il me paraît nécessaire qu'il ait pratiqué la musique. Toute population humaine connue fait de la musique. Ça peut être, mais peu d'organologie. Cette organologie, c'est-à-dire qu'il laisse un instrument. Ça, c'est autre chose. Mais tu peux chanter, danser sans aucun instrument de musique. Voilà. Donc ça me semble aussi consubstantiel que le langage, par exemple, et donc la religiosité. Donc, pour en revenir aux données, donc petite parenthèse d'abord sur Dievje Babje, donc la flûte de Slovénie. Je l'ai étudiée moi-même à plusieurs reprises. Et effectivement, il y a une polémique, pourquoi pas, hein, on a bien étudié de près. Et les inventeurs, donc à Ljubljana, ont créé des mâchoires de tous les carnivores, mâchoires en acier, et ont écrasé des ossements humains, des ossements d'ours, pardon, avec ça, pour voir ce que ça donnait. Il y a des ossements éclatent en morceaux, donc ils ne sont pas perforés de manière régulière, comme les 4 trous d'un côté, le 5e trou qui est derrière. Donc, je dirais que, OK, la communauté scientifique est divisée. Mon point de vue, c'est que c'est vraiment humain, que c'est vraiment un instrument de musique, mais je ne pourrais jamais aller au-delà. Voilà, c'est mon point de vue. D'un autre côté, je vois mal comment une population humaine, que sont quand même les Néandertaliens, ne posséderait pas la musique. Ça me paraît difficile à admettre. Alors, pour en revenir à la distinction homme moderne néandertalien, la gamme d'activités culturelles des Néandertaliens est totale, mais leur réalisation est différente parce que leur tradition n'imposait pas la même chose. Par exemple, l'image que les hommes modernes apportent. Ils apportent une autre relation de l'humanité à la nature. Et cette relation, c'est très évident. Lorsque l'on voit les images de Lascaux que vous avez montré ou de Chauvet, on voit bien qu'il y a un décalage entre l'animal vivant et l'animal qui rentre dans la mythologie. C'est celui-là qui est représenté, pas n'importe lequel, pas les autres. Hein. Donc là, il y a une relation à la nature totalement différente, comme par exemple les armes, vous savez sans doute, les armes avec les hommes modernes sont faites avec les éléments naturels de l'animal, du gibier. Donc les bois de cerf, les bois de renne, les ossements, les défenses de mammouth. Ça, c'est vraiment un sacrilège, si j'ose dire le mot, dans cette circonstance, pour un néandertalien. C'est comme si on était trop cruel. On va tourner les défenses de l'animal contre lui. Ça, jamais un néandertalien n'aurait commis une telle faute. Donc ça, ce sont des valeurs qui sont inscrites dans la tradition, tout simplement. Et comme c'est des populations qui sont extrêmement différentes quant à leur origine, les modernes en Europe et les néandertaliens en Europe, je les crois asiatiques entre nous, hein, pas du tout africains. On va tirer des foudres. Je parle des modernes de l'Europe, hein, pas en général. Eh bien, on les voit apparaître avec des systèmes de valeurs, voilà le terme, totalement nouveaux, totalement différents, et qui doivent se fonder sur une évolution également très ancienne, extérieure à l'Europe, mais qui ont créé leur propre système de valeurs au fil de centaines de milliers d'années, de manière totalement indépendante. Puis, pour une raison qui me paraît importante, je rejoins un peu votre question, mais qu'on connaît mal, ils se sont mis à se déplacer, ces gens-là, à envahir toute l'Europe, même une partie de l'Asie. C'est moderne. Ça, c'est important. Pourquoi se sont-ils déplacés? Moi, je pense que c'est lié à nouveau à la métaphysique et pas à la démographie. Ils avaient envie de découvrir autre chose, de coloniser autre chose. Ça, c'est dans le système de valeurs plutôt que dans les pressions démographiques quelconques. Et on peut dire, à contrario, que c'est quand même curieux que les Néandertaliens, eux, sont restés là pendant 200 000 ans. Ils n'ont pas dépassé. Je pense que les systèmes éducatifs, ils ont l'atmosphère d'une civilisation, sont au moins aussi importants que le bagage génétique. Donc, oui, merci Marcel. Juste 2 mots, Stanislas. Pour moi, tout remonte beaucoup plus loin. Hein. Voilà. Je ne suis pas sûr que Sapiens ait apporté grand-chose. Si, il a apporté beaucoup, mais je veux dire que la limite entre ceux d'avant et ceux d'après, les avant-Sapiens, pas les pré, mais les avant-Sapiens et les Sapiens, c'est pas, enfin pour moi, ce n'est pas très, très important. Et là, quant à la musique, je pense qu'elle est aussi liée à l'homme. Le bonhomme qui a commencé à taper sur des silex, fais-le, tu verras. Ça fait un son aigu, bizarre, et qui est tout nouveau dans la nature. Et un son qui, en plus, est rythmé. C'est-à-dire que pour moi, la musique est aussi apparue avec l'homme. C'est peut-être ma déformation, c'est de voir tout apparaître des 3 millions d'années. Bien, merci beaucoup. Et je crois qu'il y a une pause café. Et la pause